Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Rochefort s'appelle Rochefort-sur-Mer, mais la vérité c'est qu'elle se trouve plutôt sur les bords de la Charente, à quelques kilomètres de l'océan. Rochefort en Charente-Maritime, nous sommes en novembre 1877 et un officier de la marine française rentre chez lui. Il s'appelle Julien Viaud. C'est le vrai nom de Pierre Loti. Julien Viaud est enseigne de vaisseau de 2e classe. Il a 27 ans, la moustache bien nette. Il frappe à la porte du 141 rue Saint-Pierre. On ne peut pas imaginer qu'un jour, cette rue Saint-Pierre s'appellera la rue Pierre Loti. C'est une maison de ville, alors vraiment très simple, la maison bourgeoise classique telle qu'on peut l'avoir dans tellement de villes de cette région, en pierre de tuffeau blanc. C'est une maison de pierre calcaire. Elle est mitoyenne avec 2 autres qui sont quasiment identiques. Elle n'est pas très large sur la rue, mais elle s'étire vraiment assez loin en profondeur jusqu'à une cour étroite qui se trouve au milieu de la maison et puis un petit jardin tout au bout à gauche. Ça paraît comme ça un peu étriqué évidemment quand on arrive des grands espaces qui ont été le décor quotidien de ce jeune marin qui arrive d'Orient, lourd de mélancolie. Il rentre d'Istanbul et là-bas, il a laissé un grand amour, la belle Aziyadeh aux yeux verts limpides avec laquelle il a vécu des semaines étourdissantes, des semaines fusionnelles bien que la jeune femme fût mariée. Il a failli abandonner sa carrière, Julien Viaud. Il a failli abandonner sa famille pour rester avec elle. Pour toujours. Seulement la raison l'a emporté comme à chaque fois. Il est marin depuis son entrée à l'école navale en 1867, c'est-à-dire donc 10 ans plus tôt. Et chaque fois qu'il s'en va comme ça au loin, que ce soit à Alger, à Dakar, à Valparaiso et même à Tahiti, le séjour se termine par une séparation. Et le voilà de retour auprès de sa mère Nadine et de sa tante Clarisse. Et elles sont là qui l'attendent pour le choyer. Sauf que cette fois, il est trop difficile de couper les ponts avec tout ce qui vient de se passer. Et Julien décide d'entretenir le souvenir, la saveur d'Istanbul, en reconstituant le décor d'un salon turc dans une des chambres de la maison au 2e étage. Il recouvre le vieux papier peint par des tentures de mosquée. Il installe des coussins de soie d'Orient, des bibelots qu'il a rapportés avec lui dans ses bagages. Enfermé dans ma chambre turque, écrit-il dans son journal, quand les pastilles du sérail brûlent, quand les vieilles armes brillent sur le fond sombre des vieilles tentures, c'est en Orient que ma pensée s'en va. Alors, l'atmosphère n'en reste pas moins éloignée des sensations qu'il a pu éprouver là-bas et il continuera comme cela pendant longtemps, pendant 17 ans, à remanier le décor de cette chambre turque jusqu'à la rendre tellement opulente qu'on s'y croirait, exotique avec des arcatures de fenêtres orientales turquoises, brodées de feuilles délicates et au-dessus des colonnades qui sont en marbre rose, il va faire sculpter tout un plafond en stuc de Mukama en forme de stalactite, tout à fait ce qu'on peut voir à l'Alhambra de Grenade, si vous voulez. Dans le beau livre La maison de Pierre Loti à Rochefort, qui a été publié par les éditions du Patrimoine Média en 1999, voici ce qu'écrit Thierry Liot. Le salon n'a de turc que peu de choses. L'ornementation y est envahissante, anecdotique, divertissante. Des dagues de Turquie, d'Afrique du Nord, du Caucase, voisinent avec un vina indien et des guéridons de Syrie. Tout d'étoffes dont les plis s'accordent aux arabesques. Le salon fait figure de vitrine de brocanteur, de boîte à souvenirs où Loti lui-même prend place en burnous blanc aux côtés du portrait d'Aziyadeh, perpétuant une page de son existence dont il a fait son premier roman. Franck Ferrand sur Radio Classique. Et oui, parce qu'Aziyadeh est le titre de son premier roman. Ce marin est en train de devenir écrivain. Alors, c'est pas encore le grand académicien qu'on connaîtra, c'est l'auteur à ses débuts qui poursuit une veine autobiographique. Il signera Pierre Loti, son 3e roman, le roman d'un spahi. La reine tahitienne Pomaré lui a trouvé ce surnom, Loti. Loti, c'est le nom d'une fleur, là-bas. Loti, qui connaît son premier grand succès de librairie avec Mon frère Yves, dans lequel il raconte son amitié avec un autre marin. D'ailleurs, il va reprendre la mer et participer en 1883 à la conquête du Tonkin.
conquête qu'il désapprouve haut et fort dans un récit paru dans le Figaro et titré « 3 journées de guerre en Annam ». Et ça va lui valoir une suspension, ça, et un retour à Rochefort. Et à ce moment-là, il imagine la création d'un nouvel univers exotique dans la maison. Cette fois, ça va être une chambre arabe. Il écrit à son confident, l'écrivain Émile Pouvillon, « En ce moment, je m'amuse à me faire construire une petite mosquée qui sera attenante à mon logis turc. Je crois que cela va avoir tout à fait bon air, un bon air d'Afrique et d'islam. Vous verrez que cela vous dépaysera. Il y aura les vieilles broderies, les vieilles babouches traînant par terre, les vieux Corans chippés à Sphax, jusqu'à la chaux blanche sur les vieilles ogives usées. Quand vous viendrez, nous nous griserons avec du kef en jouant du tambour. » Loti a rapporté de la Casbah d'Alger, en passant par la campagne du Tonkin. Vous voyez un peu le genre de vie et l'exotisme de cette ville. Il a rapporté une pièce maîtresse, une faïence murale blanche et bleue, qui représente un homme au faucon sur son cheval, avec une grâce inouïe. C'est très beau ce qu'il a rapporté. Les chambres arabes et turques se font face au 2e étage et le moins qu'on puisse dire, c'est que dans la maison rochefortaise, qui par ailleurs est totalement classique, ça tranche un petit peu, ça détonne, on va dire. Le 1er étage et le rez-de-chaussée sont encore dans leur style traditionnel. Loti est devenu propriétaire de la maison à 21 ans après la mort de son père et il entreprend de constituer une sorte de musée familial. Il va faire recouvrir les murs du salon de velours cramoisi pour mettre en valeur les portraits de famille, sa mère, son père, sa sœur, qui sont descendants de huguenots d'Oléron. L'acte de vente désigne cette pièce comme un salon de compagnie. Et en effet, c'est là que la famille avait pris l'habitude le soir de se réunir dans une atmosphère tout à fait protestante. Pas de gestes excessifs, écrit Loti. On bavarde, on coud, on écrit, on prie. Pas de distraction venant de l'extérieur, on se suffit. L'affection se partage comme le pain. Tout cela sans la bergamote. Oui, pour ne pas dire, entre nous soit dit, un petit peu le renfermer. On comprend que Pierre Loti ait besoin d'un air marin qui vienne raviver tout cela. Vous écoutez Radio Classique. 1885, nouveau départ. Pierre Loti va participer à la campagne de Chine où il vit, il en profite pour vivre quelques mois au Japon avant de rentrer donc à Rochefort, la tête pleine de souvenirs d'Extrême-Orient cette fois. Ça c'est très puissant pour l'imagination. Il en aura besoin parce que le ministère va l'affecter à l'administration du port de Rochefort. Là, ça devient nettement moins nomade, beaucoup plus sédentaire. Et Loti a 2 réflexes. Prendre la plume, bien sûr. Il va écrire Pêcheur d'Islande, qui sera un immense succès, et avec tout ce qui va avec, la renommée, la richesse. Et puis, 2e réflexe, aménager une nouvelle pièce de la maison. Il a rencontré une jeune aristocrate huguenote qu'il va épouser, Blanche Frande Ferrière, et il faut une chambre nuptiale dans cette maison. Ce sera la chambre empire, avec un fond bleu clair, des abeilles impériales dorées sur le plafond, sur les murs des bas-reliefs grecs blancs et or, et puis des portes encadrées de pilastres dorés. Enfin bon, ça c'est le tribut au mariage, si je puis dire. Pour le voyage, alors là, Loti a d'autres idées. C'est en Asie qu'il a bien l'intention désormais de s'évader et donc, dans cette maison de Rochefort toujours, il va bâtir une pagode japonaise qui sera dans le prolongement du Salon Rouge au rez-de-chaussée. Loti a rapporté du Tonkin 600 kilos de statuettes, de Bouddha, de vases, de panneaux de bois pillés à Makung. Il achète d'autres bibelots au rayon chinoiserie du bon marché. Il faut vous dire qu'à l'époque, la déco japonaise est en pleine mode, bien entendu. Et Loti ne va pas s'embarrasser des distinctions habituelles. Japonais, chinois, anamite, siamois, tout ça, c'est l'Extrême-Orient qu'il installe dans cette pagode, avec 3 autels rouges et or, des idoles, des armures de samouraïs et des lanternes, des animaux en céramique. Vous avez bien compris que ce qui compte pour lui, c'est le jus, si l'on peut dire. C'est l'esprit de ce qu'il veut évoquer. En l'occurrence, c'est tout l'Extrême-Orient dans un rapport
rapport de perspective et de correspondance. Sacha Guitry va visiter cette maison, il aura des mots cruels à ce propos. Bois sculptés et dorés dans très peu de lumière, dira Guitry. Garde de sabre, ivoire jauni, un fouillis de cadeaux reçus et de choses rapportées, et cette impression que rien n'est à sa place, que les nattes qui sont à terre devraient être au mur, que les rideaux sont des tapis, que les inscriptions sont peut-être à l'envers, et que les poutres étaient des colonnes là-bas. C'est d'une cruauté cinglante. La pagode n'est pas plutôt achevée que Loti se lance dans autre chose. Cette fois, il va voyager dans le temps, avec une salle gothique dont les fenêtres médiévales sculptées sont, pour donner raison à Sacha Guitry, montées à l'envers, c'est-à-dire sculpture vers l'intérieur. Il en profite, mais c'était le but, il fallait les voir. Il en profite pour créer tout un étage supplémentaire dans la maison. Et dans ce salon gothique, il y a des poutres qui rappellent la grande salle d'un château. Le lieu va servir de salle à manger, mais aussi de salle de spectacle, puisque le 12 avril 1888, ça y est, Loti franchit le pas, si je puis dire, et organise dans sa maison une grande soirée Louis XI. Et tout le monde, pour l'occasion, aura été déguisé avec soin. Loti pose en roi, avec un faucon sur le bras. Il adore ce genre de mise en scène. Tout ça, ce sont des décors de théâtre, disons les choses. Et il va continuer, au milieu de toutes ces fantasmagories, à écrire une vingtaine de romans en 10 ans. Fantôme d'Orient, à la suite d'Aziyadeh. Il est d'ailleurs repassé par Istanbul. Il a appris que son grand amour était morte de maltraitance et de désespoir après qu'il était parti. Vous imaginez la fin d'Aziyadeh. Il va écrire Les Désenchantés, et puis Ramuncho, L'Inde sans les Anglais, etc. Et en 1891, il est donc élu à l'Académie française. C'était la conclusion naturelle et légitime d'un tel parcours. De 1898 à 1909, il va reprendre la mer, cette fois comme capitaine pour des missions au long cours, en Inde, en Perse, en Chine. La France aide l'impératrice à écraser la révolte des Boxers. Eh bien, on peut dire de Loti qu'il en est. Il revient à Rochefort avec toujours plus de rêves. En 95, il rachète la maison d'à côté, au 139 de la rue Saint-Pierre. Alors là, ça commence à faire une belle façade. Cette maison, elle ressemble d'ailleurs tout à fait à la première. Il est maintenant libre de donner un cours parfaitement fantasque à son imagination, à sa folie des grandeurs. Il va faire tomber des cloisons, concevoir une circulation labyrinthique au sein de ces décors extravagants. Il crée la grande salle Renaissance dans toute la largeur et la longueur et presque la hauteur de la nouvelle maison. Superbe volume avec une cheminée monumentale, un grand escalier d'apparat et des tapisseries flamandes. Il y a un petit côté chambord ou en bois, en tout cas en boise. Je cite de nouveau Thierry Lyotte qui nous décrit le plafond. Terminé par une frise en encorbellement qui sert de couronnement monumental, le vaste niveau supérieur allège l'ensemble par la hardiesse de son réseau flamboyant. Un dais central en saillie constitue la niche idéale d'une statue espagnole du XVIIe siècle, Sainte Thérèse ou la Vierge. Oui, les époques se confondent, mais peu importe, c'est le décor qui compte. Alors, là, il y avait la Vierge, mais ça n'empêche pas Loti de se lancer dans la construction d'une mosquée sur le modèle de l'architecture syrienne. Il est passé par Damas à la fin de 94 et maintenant, il va plus loin que son petit coin turc, là, qui avait été imaginé 20 ans plus tôt. Il fait poser du marbre, des faïences magnifiques, des colonnades, des coupoles kaléidoscopiques. Dans une première partie, il y a carrément une vasque en marbre avec un jet d'eau pour faire les ablutions, vous savez. Et plus loin, un espace avec des coussins, des tapis. Je n'ai pas pu placer le mihrab exactement face à la Mecque, regrette Loti. Et vous savez que je ne crois pas en Dieu, mais cette faute rituelle me gêne tout de même pour faire mes prières. Franck Ferrand sur Radio Classique. Vous pourrez la voir, cette mosquée, dès qu'on rouvrira la maison qui est en restauration jusqu'en juin 2025. La salle chinoise qui avait été faite en 1903 a été démontée par le fils de Pierre Loti après la mort de l'écrivain en 1923 et donc elle n'est plus visible. Pour cette salle chinoise, Loti avait rapporté 800 kilos d'objets pillés dans le palais de Pékin, dans un somptueux
trône impérial qui est en bois de fer. Ce qu'on appelle un bois de fer, c'est un bois très ancien, très dur, entièrement sculpté. C'est très spectaculaire. Des porcelaines impériales, des costumes de cour tissés d'or. Il écrit à son épouse, à Blanche, que ta conscience ne se tourmente pas de ces pillages. Je n'ai d'ailleurs pas pris de lingots d'or ni de valeur comme tant d'autres. S'il minimise, c'est bien qu'il a un petit peu conscience, lui, le flâneur d'Orient, d'avoir été un pilleur aussi. Bref, en 1902, dans les derniers jours de Pékin, il écrit « En y regardant de près, on s'aperçoit que toutes ces murailles, à présent couleur de métal oxydé, ont été jadis chamarrées de dessins éclatants de laques et de dorures. Pour les unifier ainsi, dans des tons de vieux bronze, il a fallu une suite indéfinie d'étés brûlants et d'hivers glacés, avec toujours cette poussière incessante soufflée sur Pékin par les déserts de Mongolie. » En mai 1903, il inaugure la salle chinoise par une fête alors extravagante. Il a demandé à un élève du collège de Rochefort, qui était lui-même originaire de ce qu'on appellera bientôt le Vietnam, de se déguiser en impératrice de Chine avec une robe d'or, de faisan et de dragon. L'impératrice prend place en haut de l'escalier Renaissance et derrière elle, il y a toute la cour. La cour, ce sont les invités qui sont en costume asiatique. Il y a une cloche, un gong qui sonne, la souveraine descend les marches suivie du cortège au son d'un petit orchestre chinois et en bas, il y a des buffets absolument extravagants. Et le tour du monde de Pierre Loti n'aurait pas été complet sans l'Égypte, évidemment. Eh bien, il y a une chambre des momies située derrière la mosquée. Petite pièce toute simple qui présente une collection de momies qui date de l'Antiquité gréco-romaine en vérité. Il y a une femme, un enfant, 2 chats, un sarcophage de faucon. C'est pour Pierre Loti peut-être une façon de commencer à apprivoiser la mort. Franck Ferrand sur Radio Classique. Et puis au milieu, ou plutôt autour de ce musée de curiosités et de toutes les colonies de l'époque, il y a la chambre de Loti lui-même. Le voyageur a vagabondé dans sa propre maison. Et il est passé d'un petit réduit qui lui tenait lieu de chambre d'enfant à la chambre turque avec ses souvenirs sensuels. Et puis il a dormi dans la chambre paysanne décorée en hommage à ses ancêtres d'Oléron. Et puis, après tout ça, il va décider de s'aménager une chambre toute blanche, toute pure, une chambre monacale avec juste une petite commode en noyer, une table fuselée, un lit de fer et puis un bout d'armoire et puis c'est tout. Si quand même au mur il y a des images pieuses, un crucifix et un Bouddha, Loti a voulu, je le cite, cette simplicité blanche, cette impersonnalité définitive, ce renoncement sans retour. Est-ce que c'est l'effet, après tout, de la guerre de 1914 ? Il mourra, lui, vous le savez, en juin 1923. Il va mourir à Hendaye. Et dans l'un de ses derniers livres, Un pèlerin d'Angkor, il avait écrit « Rassasié des spectacles de ce monde, tout en rentrant vieilli dans ce même petit musée de mon enfance, je disais en moi-même « J'ai tout éprouvé, je suis allé partout, j'ai tout vu. » Et parmi tant de phrases déjà tristement chantantes qui vinrent alors me bercer à cette fenêtre, l'une, je ne sais pourquoi, devait rester gravée dans mon souvenir. Celle-ci, au fond des forêts du Siam, j'ai vu l'étoile du soir se lever sur les grandes ruines d'Angkor. C'est peut-être pour suivre cette étoile-là qu'il avait vécu. La maison, eh bien, elle appartient à la ville de Rochefort qui s'est lancée il y a maintenant une 12aine d'années dans une grande campagne de restauration. On y est encore, mais je vous dis, vous pourrez visiter tout cela en juin 2025. Vous écoutez Radio Classique.